Bonsoir. Les nerfs des dirigeants politiques, des diplomates, des militaires, mais aussi et surtout des populations des pays du Golfe sont mis à rude épreuve. Ils attendent tous la décision d'un homme, d'un seul homme, qui a le pouvoir, s'il le désire, d'arrêter la guerre, Saddam Hussein. Or, cet homme ne dit rien. Il n'a toujours pas répondu à Mikhail Gorbatchev, qui a proposé un plan de paix. Pourquoi ce silence? Cherche-t-il à gagner du temps, à diviser les alliés, ou bien tout simplement hésite-t-il? Voilà toutes les questions auxquelles nous tenterons de répondre dans ce journal. Questions difficiles. Le silence du président irakien accentue en effet le mystère sur ses intentions et son comportement, mais les alliés n'attendront pas longtemps et lui ont donné 24 heures pour prendre une décision. C'est la révélation faite par Jean Le Canuet à l'issue de l'audition de Roland Dumas au Sénat. Jérôme Catala et Edmé Poupard. Une heure d'audition devant la Commission des Affaires étrangères du Sénat pour expliquer la position de la France, notamment par rapport au plan de paix soviétique. Pas de déclaration officielle de Roland Dumas. Mais selon le président de la Commission, Jean Le Canuet, un ultime délai est bien laissé à Saddam Hussein. D'ici 24 heures, c'est-à-dire d'ici la fin de cette journée à celle de demain, Saddam Hussein aura dû faire savoir s'il est décidé à se retirer du Koweït sans condition, sans tergiversation et sans aucune équivoque. Dans le cas inverse, la situation naturellement retrouverait toute sa gravité et les armes seraient appelées à parler et à trancher le débat. Et toujours selon Jean Le Canuet, l'ensemble des alliés seraient d'accord pour accorder un nouveau délai au président irakien, une tonalité bien différente de l'attitude des États-Unis hier soir. Ce soir, l'offensive terrestre est donc retardée d'au moins 24 heures, mais Roland Dumas a été clair devant les sénateurs et il semble qu'il n'y aura plus d'autres délais. Et le ministre iranien des Affaires étrangères, reçu tout à l'heure par François Mitterrand à l'Élysée, semble confirmer l'information donnée par Jean Le Canuet. Même réaction en effet pour Téhéran et Paris. Les deux pays attendent une réponse très claire de Bagdad au plan de paix soviétique pour demain. Position réaffirmée par le chef de la diplomatie iranienne, reçu aujourd'hui à Paris par François Mitterrand, Ali Akbar Velayati, qui espère une réponse positive de l'Irak dans les prochaines heures. Position d'autant plus intéressante que l'Iran a été très présente lors des dernières négociations entre Moscou et Bagdad. Mais Saddam Hussein, je vous le disais, reste imperturbable. Il ne dit toujours rien. Sylvie Levet. Bagdad, une ville qui coule des heures apparemment tranquille. Une ville qui n'a toujours pas répondu officiellement à l'offre de paix de Mikhail Gorbatchev. Son président, Saddam Hussein, continue d'afficher un mutisme à l'écart des médias, même si hier soir, il aurait soi-disant présidé le Conseil de la Révolution, la plus haute instance dirigeante du pays. Un emploi du temps qui reste de toute façon conditionnel. Tarek Aziz, son ministre des Affaires étrangères, était attendu chez les soviétiques dans les plus brefs délais. Or là encore, depuis cette dernière apparition très officielle à Téhéran, plus la moindre nouvelle. Alors Moscou s'impatiente. Nikolai Cheslin, le porte-parole des Affaires étrangères de Gorbatchev, vient de tenir des propos très explicites. Si M. Tarek Aziz rentre les mains vides en URSS, alors c'est sûr, la guerre terrestre commencera. De toute façon, a-t-il poursuivi, d'ici 2 jours au maximum, la situation sera éclaircie. Mystère de taille aussi, côté coalition occidentale. Dans l'hypothèse où Saddam Hussein venait enfin à sortir de son silence et dire oui à la résolution 660 des Nations Unies, sans condition et avant jeudi soir, quelle sera alors la position américaine? Nous allons maintenant rejoindre à Riyad l'un de nos envoyés spéciaux, Albert Ripamonti, pour connaître l'état d'esprit des militaires. Comment vivent-ils cette attente, Albert? Vous savez, les militaires, Paul, sont des techniciens, ils exécutent les ordres qui leur sont donnés par les politiques. Or, pour l'instant, ces ordres n'ont pas varié, la guerre continue, elle s'intensifie. Et comme l'a dit le général Neal cet après-midi dans sa conférence de presse, nous sommes prêts pour l'assaut terrestre, que ce soit demain, que ce soit dans 2 semaines ou que ce soit dans 1 mois. En tous les cas, l'attente ne joue pas sur le moral des troupes. Alors, il y a un paramètre qui doit compter dans la décision que doit prendre Saddam Hussein, c'est l'état de l'armée irakienne. Est-elle en mesure de résister à un éventuel assaut des forces alliées? Mais écoutez, d'après Reuters, qui cite des sources officielles américaines, les Alliés auraient détruit plus du tiers de l'appareil, de la machine de guerre irakienne. Or, vous savez, ce taux de 30% est un seuil à partir duquel les experts
estime qu'une armée n'a plus de capacité de riposte coordonnée et donc n'a plus de capacité de riposte vraiment efficace. Ce sont certainement ces données qui ont conduit aujourd'hui le général Schwarzkopf à déclarer au Washington Post « L'armée irakienne est au bord de l'effondrement ». Mais ça, c'est un point de vue théorique, c'est le point de vue de l'état-major, car sur le terrain, les militaires ne sont pas d'accord. Le général Neal, par exemple, dans sa conférence de presse, relève l'extrême combativité des Irakiens. La question lui a été posée, sa réponse est claire, l'armée irakienne, selon lui, n'est pas au bord de l'effondrement. Alors vous voyez, les généraux américains entre eux ne sont pas d'accord. Je crois vraiment que cette capacité de riposte de l'armée irakienne, on la mesurera le jour d'une éventuelle offensive terrestre. Merci Albert. En tout cas, cet affaiblissement, relatif ou pas, de l'armée irakienne est dû aux assauts répétés des forces alliées. Certains affirment même que la bataille terrestre a pratiquement commencé au vu des multiples accrochages qui ont eu lieu à la frontière. Aujourd'hui, l'état-major américain annonce même la capture de près de 500 militaires irakiens, ce qui confirme l'importance de ces premiers chocs terrestres. Alain Chabot. Ce sont des hélicoptères d'attaque américains qui ont mené vers midi l'action la plus spectaculaire de la journée. L'opération s'est déroulée au nord de la frontière saoudienne. Bilan, une dizaine de bunkers détruits et environ 500 soldats irakiens faits prisonniers. Un autre accrochage s'est produit dans la zone du Koweït. Cette fois, on signale un soldat américain tué et 7 autres blessés. Ces engagements terrestres sont officiellement qualifiés de patrouilles de reconnaissance. Mais la pression des forces de la coalition semble réellement s'intensifier au cours des dernières heures. Ainsi, les formations blindées continueraient de faire mouvement. Quant à l'aviation, elle a effectué quelques 2900 sorties en 24 heures, notamment contre un convoi de blindés irakiens à une centaine de kilomètres derrière les lignes adverses. De leur côté, les Jaguars français ont mené 2 nouveaux raids, notamment contre des unités d'artillerie situées en Irak. Ce soir, tout indique donc que les forces alliées sont presque engagées dans l'offensive générale. En tout cas, les soldats dans leur retranchement sont à l'écoute des radios d'information occidentales. Ils attendent de savoir si le signal de l'attaque sera bientôt donné. Et les Alliés ne se contentent pas d'agir au Koweït, ils continuent de bombarder l'Irak. Bombardements aériens intensifs, tirs d'obus, de roquettes et de missiles depuis lundi. L'Irak subit en effet des attaques redoublées. Reste qu'on ne connaît pas l'ampleur des dégâts, encore moins tous les bilans qui sont toujours contradictoires. Nathalie Ether. Bagdad une nouvelle fois la cible des bombes. Un ciel qui s'embrase, des milliers d'éclairs suivis d'explosions toujours plus violentes. Un scénario que les habitants de la capitale irakienne commencent à connaître par cœur. La nuit dernière, l'angoisse s'est prolongée jusqu'à 2 heures du matin. Le lendemain, on constate les dégâts comme ici à Mossoul, au nord de Bagdad. Selon certains témoignages recueillis sur place, cette ville, qui compte près d'1 million d'habitants, serait quotidiennement bombardée par les raids de l'aviation alliée. Hier, un groupe de journalistes occidentaux a été autorisé à visiter l'un des quartiers les plus touchés. Un spectacle de désolation. Murs écroulés, portes et vitres soufflées, pas une habitation ne semble avoir été épargnée. Quant au bilan, il reste difficile à établir. On parle de 20 à 50 morts et de quelques 500 blessés. Des blessés soignés dans des conditions d'hygiène de plus en plus déplorables. Presque tous les hôpitaux irakiens manquent d'eau, d'électricité, de médicaments. Certaines opérations se font sans anesthésie. Enfin, les risques d'épidémie se multiplient. Des cas de choléra auraient même été signalés. Ces images qui sont tournées par les envoyés spéciaux de toutes les télévisions du monde sont, vous l'avez constaté, soumises à la censure. Elles sont tournées toujours en présence d'officiels irakiens qui servent en quelque sorte de guides très directifs, et il y a parfois un risque de manipulation. Et cette fois, c'est la mosquée de Bassora qui est concernée. Les Irakiens affirment qu'elle a été en partie détruite par les bombardements alliés. Faux, répondent les Américains. Photo satellite en main. Anne Gouraud. La mosquée de Bassora privée de son dôme central. Dans les alentours immédiats de l'édifice, aucune trace de bombe, le minaret est intact et l'impact le plus proche est distant d'une centaine de mètres. Conclusion du département américain de la Défense, le dôme ainsi que le 2e étage de la mosquée ont été démontés volontairement par l'Irak. Si un bombardement allié était à l'origine des dégâts, il y aurait eu des débris dans les champs, explique un spécialiste des services de renseignement. Le 7 janvier, après le raid allié, le toit est intact. Le lendemain, il est détruit quand des correspondants étrangers sont conduits sur place par les Irakiens. Entre l'accusation de l'Irak et la démonstration américaine étayée par ses propres photos, une seule certitude, détruite ou non par une bombe alliée, la mosquée de Bassora est en tout cas une des victimes de la guerre des images. Nous en parlons peu parce que nous n'avons précisément peu d'images, mais cette guerre
fait fuir de nombreux habitants, notamment les Kurdes. Au début du conflit, on attendait en Jordanie des centaines de milliers de réfugiés. Après un mois de conflit, les chiffres sont beaucoup moins importants. 20 000 personnes sont arrivées sur place. Parmi ces réfugiés, en effet, des Kurdes iraniens qui, depuis 5 ans, ont déjà fui 2 guerres et habité dans 3 pays. Reportage en Jordanie de Jean-François Gringoire et Joseph Tual. Azraq, le plus grand camp de réfugiés en Jordanie. On peut y accueillir 55 000 personnes. Lors de notre visite, ils étaient à peine 800. Désertique, Azraq attend un hypothétique flot de réfugiés. Parmi les Yéménites, les Somaliens ou les Vietnamiens, des réfugiés qui partiront sûrement plus tard que les autres. Ils sont 60. Ce sont des Kurdes iraniens à l'itinéraire tragique. Il y a 5 ans, Zardash, ma ville en Iran, a été bombardée chimiquement par les Irakiens. Puis j'ai fui l'Iran où j'étais un opposant au régime. Je suis devenu réfugié politique en Irak, dans un camp près de Bagdad, où il n'était plus possible de vivre. La guerre du Golfe les a obligés à nouveau à s'enfuir. Sans visa, livrés à eux-mêmes, ils ont dû passer la frontière clandestinement. Ceux-là ont réussi à échapper aux patrouilles irakiennes. Nous avons dû marcher 6 à 7 heures et le temps était très très froid. Il y avait également 2 familles avec nous. Les enfants ont failli mourir à cause du froid. Ils étaient gelés. Nous avions peur que les Jordaniens nous arrêtent et nous remettent aux Irakiens. Mais heureusement, les policiers jordaniens n'ont pas fait ça. La petite Païam, victime du froid, a pu être sauvée par les médecins du camp. Amina, sa mère, a fait le voyage enceinte. Elle doit accoucher dans 15 jours. Les Nations Unies, qui s'occupaient d'eux en Irak, leur cherchent maintenant une terre d'asile. La Suède, le Canada, l'Espagne ont déjà accepté, mais ces démarches vont prendre du temps. Contre toute prévision, le camp d'Azraq n'est rempli qu'à 5% de ses capacités, presque un mois après le début de la guerre. Et les choses ne devraient guère évoluer, à moins qu'une invasion de l'Irak et l'explosion de ses frontières n'entraînent l'exode massif de réfugiés vers la Jordanie. Et les pays du Maghreb, dont les représentants se sont retrouvés en Libye, restent bien sûr très attentifs à l'évolution de la situation. Ils souhaitent un arrêt des combats pour éviter des séquelles profondes dans le monde arabe. C'est une position unanime pour les 5 pays. Les dirigeants redoutent en effet une explosion de violence. Si l'Irak subit une défaite humiliante, il serait en effet difficile pour eux de contrôler une opinion publique déjà très critique et même véhémente vis-à-vis des alliés. Morad Aïtabouche. Des 5 pays de l'Union du Maghreb arabe, seul le Maroc a envoyé des troupes au sein de la coalition anti-irakienne. Mais très habilement, depuis le début de la guerre, le roi Hassan II se rapproche des dirigeants maghrébins. Un rapprochement un peu contraint et forcé, sous la pression de sa population, qui se fait de plus en plus forte. En fait, si au début de la crise, le 2 août, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye et la Mauritanie n'étaient pas sur la même longueur d'onde, le déclenchement des hostilités, le 15 janvier, a sensiblement resserré leurs liens. Partout, les Maghrébins se sont mobilisés pour l'Irak. Aujourd'hui, réunis en Libye, les ministres des Affaires étrangères, d'une même voix, ont de nouveau demandé un cessez-le-feu. Après avoir accepté la semaine dernière le retrait conditionnel proposé par les Irakiens, ils soutiennent maintenant le plan de paix soviétique. Pour eux, il y a urgence. Tous redoutent plus que jamais une flambée de violence dans leur pays si l'Irak subit une défaite humiliante. L'Algérie a déjà connu un avant-goût de ce qui pourrait se passer. Vendredi dernier, une manifestation pro-irakienne a dégénéré à Alger. Des bureaux de compagnies aériennes appartenant à des pays de la coalition ont été mis à sac. L'armée est toujours en état d'alerte partielle. Au Maroc, le roi Hassan II manie comme il peut la politique de la carotte et du bâton. Le 3 février, il autorisait une manifestation pro-Saddam Hussein. Mais au moindre signe, il avait prévenu qu'il n'hésiterait pas à proclamer l'état de siège. Même situation en Tunisie où le président Ben Ali contrôle étroitement les agitateurs potentiels, en réalité les islamistes. Ces islamistes qui pourraient bien être les vainqueurs de cette guerre du Golfe, alors que le processus démocratique engagé en Algérie par exemple serait le grand perdant. Et on l'apprend à l'instant, des premières escarmouches auraient opposé des militaires français à des militaires irakiens qui ont échangé des coups de feu sporadiques d'après l'agence France Presse. La situation est à la fois si grave et si incertaine que François Mitterrand tient à informer plusieurs personnalités politiques françaises. Il a reçu tout à l'heure, il est en train de recevoir, semble-t-il, Valéry Giscard d'Estaing. On retrouve à l'Élysée Arlette Chabot en direct. Arlette ?
Bien, je crois que nous avons une difficulté pour établir une liaison technique avec l'Elysée qui n'est pourtant pas loin. On retrouvera sans doute Arlette Chabot avant la fin de ce 19-20. Élise. Les conséquences économiques maintenant pour soutenir les compagnies aériennes touchées de plein fouet par la guerre du Golfe. La Commission européenne a proposé à Strasbourg un plan hors sec, des mesures d'aide qui devraient contribuer à garder des tarifs compétitifs et à relancer un trafic passablement réduit actuellement. Reportage de Bernard Ségara et Philippe Guinet. Jusqu'à 50% de baisse des tarifs sur les vols entre l'Europe et les Amériques, avec un trafic qui a baissé d'environ 30%, toutes les compagnies sont sinistrées. British Airways licencie en masse et Air France recourt au chômage partiel généralisé. Pour enrayer cette crise, la Commission européenne recommande la baisse de la TVA autour de 9%, mesure qui ne concerne pas Air France, dont le taux est beaucoup plus faible. Et surtout, elle autorise provisoirement la réduction des programmes de vols réguliers, ainsi que le partage d'un marché en pleine déconfiture. Mesure que réclamaient les compagnies, surtout sur l'Atlantique. Nous avons beaucoup plus de places que de clients actuellement sur l'Atlantique Nord et il serait dans l'intérêt de tout le monde qu'on puisse se concerter pour réduire cette offre en fonction de la demande existante. Ces mesures autorisées par la Commission visent à freiner la concurrence et surtout le dumping. Mais ne se feront-elles pas au détriment des consommateurs? Ce qui me semble important, c'est que le consommateur soit gagnant à moyen terme et à long terme. C'est pour ça qu'il est important que dès que la parenthèse est terminée, dès que la crise est finie, que les règles de concurrence, que les règles de compétition fonctionnent. C'est toujours le marché, dans une économie de marché, qui a le dernier mot. Air France a reçu aujourd'hui 2 milliards de francs de l'État pour son capital. Une mesure providentielle pour moderniser sa flotte. Et l'on va retrouver en direct à l'Elysée Arlette Chabot, à l'Elysée où François Mitterrand a reçu à l'instant son prédécesseur Valéry Giscard d'Estaing. Arlette. Oui, l'entretien vient juste de se terminer, un petit peu trop tôt sans doute pour que vous puissiez entendre Valéry Giscard d'Estaing qui bien sûr n'a pas divulgué complètement le contenu de l'entretien parce qu'il y a un respect de confidentialité évidemment sur les informations qu'aurait pu donner le président de la République, mais disons que la tonalité est plutôt au soutien apporté donc par Valéry Giscard d'Estaing à François Mitterrand ce soir. Donc le chef de l'État va recevoir dans les 48 heures tous les responsables politiques français, ce qu'il fait avant chaque moment important et nous sommes évidemment à la veille de moments décisifs pour reprendre l'expression de Roland Dumas. J'ajouterai si vous voulez 2-3 éléments d'information supplémentaires aux éléments donnés tout à l'heure par Jean Le Canuet qui avait donc écouté le ministre des Affaires étrangères. On répète bien du côté français qu'il n'appartient pas à la France de commenter le plan proposé par M. Gorbatchev, que la France ne se sont pas engagés par ces propositions soviétiques. D'autre part, on précise bien aussi du côté français qu'on attend donc encore une fois une réponse extrêmement rapide et très claire de Saddam Hussein, car il y a de la part de François Mitterrand, comme évidemment de la part de George Bush et du Premier ministre britannique, beaucoup de méfiance à l'égard du chef de l'État irakien et des stratagèmes de dernière minute qui pourraient être utilisés. Enfin, du côté également français, on tient à dire, ou en tout cas on laisse entendre, qu'il est bien évident que si Saddam Hussein accepte clairement et sans aucune condition de se retirer du Koweït, les modalités de ce retrait seront définies par la coalition et qu'il n'est pas du tout question d'accepter des modalités qui seraient définies par l'Irak. Il n'y aura pas de négociation sur ce point. Tout simplement pour laisser entendre qu'il devrait s'agir tout simplement d'une reddition et qu'il n'est pas question de laisser à M. Saddam Hussein la possibilité de tirer un quelconque profit politique de cette décision de retrait de dernière minute. Merci Arlette, donc fermeté totale du côté français à l'image des Américains. La suite de l'actualité en France, maintenant pour la première fois, une femme policier a été tuée dans l'exercice de ses fonctions. Cela s'est passé la nuit dernière dans des circonstances troubles. La jeune femme a en effet été abattue alors qu'elle effectuait un banal contrôle radar sur le périphérique. Un assassinat qui suscite de vives réactions au sein de la police et à tous les niveaux. Reportage de Philippe Denis et Fernando Malverde. La mort d'une femme flic. Le gardien de la paix, Catherine Choucroune, a été tuée au cours d'une mission anodine. Il était 2 h du matin. En compagnie d'un collègue, elle procédait à un banal contrôle radar à l'entrée du périphérique, porte de Clignancourt. Tout à coup, une voiture s'arrête à la hauteur des policiers. Un de ses occupants tire à plusieurs reprises, sans doute à coups de chevrotine, puis l'auto s'enfuit. Le deuxième gardien de la paix a été touché à l'épaule, Catherine Choucroune en plein coup. Malgré les soins prodigués sur place, elle va mourir au bord du périphérique. Âgée de 27 ans, elle était mère d'un bébé de 6 mois. C'est la première fois qu'une femme policier est tuée en service. Le gardien de la paix qui faisait équipe avec la victime n'aurait pas eu le temps de voir grand-chose.
La voiture des meurtriers, elle, aurait été retrouvée ce matin place de Clichy. Il s'agirait d'une camionnette blanche volée 1 heure avant le drame par 3 hommes. Les voleurs pourraient avoir été photographiés par le radar et ils auraient effectué un second passage pour tuer. Mais ce soir, les enquêteurs de la brigade criminelle n'excluent aucune hypothèse, pas même celle d'un acte tout à fait gratuit. Émoi dans l'administration pénitentiaire après le suicide inexpliqué de Jacques Vialette, le secrétaire général de Force ouvrière. Il s'est suicidé ce matin chez lui. À 59 ans, il avait consacré 15 ans de travail acharné au syndicalisme pour les gardiens de prison. Dernier échec de son syndicat aux élections professionnelles l'avait profondément touché. Jean-Marc Pitt. C'est à 30 ans que Jacques Vialette avait choisi la pénitentiaire pour faire carrière. Né à Oran, il avait d'abord travaillé dans l'armée en Algérie. Rapatrié en 62, il envisage donc de débuter dans le monde carcéral. Il s'y impose très vite dans le syndicalisme au sein de Force ouvrière. Âgé de 59 ans, il occupait la fonction de secrétaire général de FO pénitentiaire. C'est sous sa direction que le syndicat avait mené les 3 derniers grands mouvements de grève des gardiens de prison. Il y a 2 semaines, FO avait perdu sa première place aux élections professionnelles au profit du syndicat autonome UFAP. Cette défaite l'avait particulièrement affecté. C'était sa vie le mouvement syndical. Et là, il a très mal supporté ça. Je ne voudrais pas dire que c'est le syndicat qui est la cause, bien entendu, mais pour lui, ça avait beaucoup d'importance. Ce matin, Jacques Vialette s'est tiré une balle dans la tête à son domicile de Grigny, dans l'Essonne. Le ministre de la Justice, Henri Nallet, devait s'attendre à cette issue fatale, puisqu'il a aussitôt déclaré avoir tout fait depuis 48 heures pour l'empêcher. Une enquête sur les circonstances de ce suicide a été ouverte. Robert Papin résume les autres événements du jour. 2 skieurs français et un Suisse tués par des avalanches en Savoie. Ils pratiquaient du ski hors piste. Et puis un enfant de 11 ans retrouvé sous la neige lundi dernier est mort hier soir à l'hôpital. Au total, depuis le début de l'hiver, les avalanches ont fait 16 victimes dans les Alpes françaises. 4 poids lourds et 3 voitures encastrées dans un carambolage sur l'autoroute A10 à hauteur d'Orléans. 6 blessés dont 3 graves. Il aura fallu 4 heures pour désincarcérer l'un des chauffeurs d'un poids lourd. L'accident survenu la nuit dernière est dû à un épais brouillard. Près de Nantes, un agriculteur et un gendarme mobile blessés lors d'une manifestation d'éleveurs. L'agriculteur a été touché par une bombe lacrymogène. Le garde mobile a pour sa part reçu un jet de pierre à la jambe. Les agriculteurs demandent d'acheter le blé à plus bas prix. Verdict en délibéré pour le docteur Jacques Lermite. Ce dernier s'expliquait aujourd'hui devant le Conseil de l'Ordre national des médecins qui rendra donc sa décision plus tard. L'urologue de Nancy avait été inculpé le 20 juin 90 pour extorsion de fonds. Il est accusé d'avoir réclamé des dessous de table à ses clients pour certaines opérations. Match capital tout à l'heure pour l'équipe de France de football dans l'Euro 92. L'adversaire est coriace. Il s'agit de l'Espagne. Alain Dorgans. L'équipe d'Espagne, décevante lors de la dernière Coupe du Monde en Italie, éliminée en 8e de finale contre la Yougoslavie, était vieillissante, apathique, à la recherche de son second souffle. Pour bien figurer en championnat d'Europe, les dirigeants espagnols ont façonné une nouvelle formation puisant dans un creuset intarissable de talents. Résultat, l'amalgame entre les anciens, Michel, Butragueño du Real Madrid, Zubizarreta, le gardien de Barcelone, et la génération montante symbolisée par Goycochea est en passe de réussir. Pour affronter la France, Luis Suarez a fait appel à une mosaïque de footballeurs catalans, basques et madrilènes. Le sélectionneur espagnol estime que pour l'emporter, ces joueurs devront imposer leur rythme et prendre des initiatives. On ne gagne pas par chance, mais lorsqu'on est le meilleur. Nous allons essayer d'être supérieurs aux Français. L'équipe de France voudra prouver qu'elle est la plus forte, mais ce qui est certain, c'est que nous allons assister à un beau match. Ce sont 2 équipes capables de donner un très bon spectacle. Le football espagnol, après une période d'ombre, veut retrouver le soleil de son jeu et tentera ce soir, pour préserver son avenir, la mise à mort de l'équipe de France. Alain Dorgans confond le terrain de foot et l'arène. Le prochain rendez-vous avec la rédaction, c'est Soir 3 à 22h20, présenté par Marc Cottement. Et toute la météo avec Florence Klein dans un instant. Bonne soirée sur la 3 demain, 19h. Bonsoir. Bonsoir.